Voici pourquoi la souffrance au travail finit par détruire la confiance en soi, même chez les gens les plus solides. On va décortiquer ensemble, sans filtre, comment ce cercle vicieux s'installe, comment il vous grignote de l'intérieur et surtout pourquoi c'est pas vous le problème. Alors qu'est-ce que vit concrètement un cadre en souffrance? Vous savez, la souffrance au travail, c'est pas juste être fatigué ou avoir eu une mauvaise journée. Ça va être ce moment où, avant même d'arriver au bureau, vous allez déjà sentir une boule au ventre. Ou bien la simple sonnerie d'un mail ou d'un message qui va suffire à faire monter la tension d'un cran. Ça peut être aussi, vous vous surprenez à vérifier l'humeur de votre manager avant d'oser lui parler ou à faire tout votre possible pour éviter une réunion qui de toute façon vous épuise d'avance. Je pense à cette mère de famille qui s'est habituée à surveiller l'humeur changeante de ses patrons au point d'en oublier ses propres besoins. Je pense également à ce consultant qui se répète chaque soir, c'est plus possible, c'est de l'esclavage. Ou encore à cette manager dont les décisions sur son propre périmètre sont prises par son manager à elle, sans même la consulter. Ce sont des situations que j'entends tout le temps et qui finissent par laisser des traces profondes. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous ressentez cette fatigue qui ne passe pas, même après un week-end. Peut-être que vous avez du mal à dormir, que vous vous réveillez la nuit en ressassant les mêmes problèmes. Peut-être que vous n'osez plus prendre la parole en réunion de peur d'être jugé ou ignoré. Ou alors que vous relisez 10 fois vos mails avant de les envoyer parce que vous avez peur de faire une erreur ou de ne pas être compris. Petit à petit, on se met à douter de soi. On se demande si on est vraiment à la hauteur, si on a encore sa place, si ce n'est pas nous le problème. On va se sentir isolé, même entouré, parce que personne ne semble voir ce qu'on traverse vraiment. Et c'est pas juste une question de charge au travail ou de pression. C'est une usure intérieure qui s'installe doucement mais sûrement. On perd l'envie, la motivation, parfois même l'estime de soi. On s'habitue à tenir, à serrer les dents, à faire bonne figure, jusqu'au jour où on n'en peut plus. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que tout ça n'a rien d'anormal ou d'honteux. La souffrance au travail, c'est pas une faiblesse individuelle. C'est le résultat d'un environnement, de dynamiques, de situations qui finissent par user même les plus solides. Dans la suite, on va voir comment ce mal-être s'installe et surtout, comment est-ce qu'il s'attaque de manière insidieuse à la confiance en soi. Allez, c'est parti. Cercle vicieux, comment la souffrance attaque la confiance. Quand la souffrance s'installe au travail, elle ne se contente pas de vous fatiguer physiquement ou de vous stresser ponctuellement. En fait, elle s'attaque jour après jour à votre confiance en vous. Et souvent, ça commence sans bruit. Imaginons cette scène. Vous arrivez en réunion, déjà un peu tendu parce que la veille, votre manager vous avait envoyé un mail un peu sec à 22 heures. Il disait: «On en reparle demain, j'attends des explications». Dans la salle, il commence la réunion en pointant du doigt ce qui n'a pas avancé. Pourquoi ce dossier n'est-il pas terminé? Qui est responsable? Alors vous sentez votre cœur s'accélérer. Est-ce que j'ai raté quelque chose? J'aurais peut-être dû vérifier ce point. Je vais encore passer pour celui qui sait pas. Vous baissez les yeux, vous espérez passer sous le radar. Ou alors, ça peut être plus insidieux. Vous proposez une idée en réunion et personne ne relève. Et 3 jours plus tard, il y a un collègue qui reprend la même idée et tout le monde qui applaudit. Alors vous vous dites, j'aurais dû mieux m'expliquer, peut-être que mes idées sont pas si bonnes. À quoi bon prendre la parole? Parfois, c'est le système qui vous use. Les objectifs changent toutes les semaines. On vous demande de faire plus avec moins. Les priorités sont modifiées du jour au lendemain. Vous recevez des demandes de reporting plusieurs fois par jour, des critiques sur des détails insignifiants. J'arrive plus à suivre, je dois être moins organisé que les autres. Pourquoi j'ai l'impression d'être toujours en retard alors que je bosse tout le temps? Et puis, il y a ces mails envoyés en copie à toute l'équipe où un manager pointe une erreur. Merci de faire attention, c'est pas la première fois. Tout le monde va penser que je suis incompétent, je devrais travailler encore plus, corriger tout avant d'envoyer quoi que ce soit.
Et petit à petit, c'est le doute qui s'installe. Vous commencez à relire chaque mail 10 fois avant de l'envoyer, à demander l'avis de plusieurs collègues avant de prendre une décision, à éviter de donner votre point de vue en réunion. Vous acceptez des tâches qui ne sont pas de votre ressort juste pour prouver que vous êtes fiable, que vous ne lâchez pas l'équipe. Et plus vous faites d'efforts, plus la pression monte, plus la reconnaissance se fait rare. Si je souffre tant, c'est peut-être que je ne suis pas assez solide. Les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Ce cercle vicieux, il est redoutable. La souffrance vous fait douter. Le doute vous fait vous effacer. Et plus vous vous effacez, plus votre confiance disparaît. C'est pas une question de caractère ou de fragilité personnelle. J'espère que vous l'avez bien compris. Même les plus solides peuvent être pris dans cette spirale, simplement parce qu'aucun être humain ne peut rester confiant quand il est exposé en continu à la défiance, à l'incertitude ou à l'absence de reconnaissance. Et bien souvent, personne ne voit ce qui se joue à l'intérieur. C'est ça aussi le problème, c'est que ça se voit pas. On va garder un masque, on fait bonne figure, mais à l'intérieur, c'est le bordel, c'est l'agitation permanente, c'est le doute. Dans la partie suivante, on va décrypter les mécanismes psychologiques qui font que ce cercle vicieux est difficile à briser. Ce qui se joue dans la souffrance au travail, c'est pas juste une histoire d'ambiance ou de charge. C'est aussi une mécanique interne, parfois invisible, qui s'active dans la tête et le corps et qui finit par grignoter la confiance en soi. Quand on est exposé à la pression, à l'incertitude ou à la critique permanente, le cerveau passe en mode alerte. Tout devient source de stress. Le moindre mail non répondu, un silence en réunion, un changement de ton du manager. On se met à anticiper le pire, à imaginer qu'on va être jugé ou mis à l'écart. Et c'est là que l'autoculpabilisation entre en jeu et s'installe. On va se répéter, j'aurais dû mieux faire. Si je souffre autant, c'est sûrement que je ne suis pas assez solide. Je dois être le maillon faible, c'est à moi de m'adapter. Petit à petit, on devient son propre juge, plus sévère que n'importe quel manager. Et il y a aussi l'effet loop. Dans chaque contexte toxique, chaque petite erreur prend des proportions énormes. On oublie un détail, on se le reproche pendant des jours. On reçoit un retour négatif, on le rumine, on le ressasse, jusqu'à perdre de vue tout ce qu'on a réussi. Un autre mécanisme, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Vous le connaissez peut-être. Même avec de l'expérience et des compétences et des réussites, on finit par se dire qu'on ne mérite pas sa place, qu'on va être démasqué à la moindre occasion. Dans un environnement où la reconnaissance est rare, ce sentiment, il s'amplifie. Si personne ne me félicite, c'est que je fais rien de bien. À force, la peur de décevoir prend le dessus. On n'ose plus dire non, on accepte tout, même ce qui dépasse nos limites. On va garder pour soi ses difficultés, on va pas demander de l'aide, par peur de passer pour fragile ou de déranger. Et puis à la honte. La honte de pas être à la hauteur, de pas tenir, de pas réussir à gérer comme les autres. C'est une honte silencieuse, qui isole, qui empêche de parler et qui creuse encore plus le fossé avec la confiance en soi. Tous ces mécanismes psychologiques ne sont pas le signe d'une faiblesse individuelle. Ils sont la conséquence directe d'un environnement qui use, qui isole, qui empêche de se sentir légitime et solide. Maintenant, on va voir ce qu'on vous dit jamais sur la confiance en soi au travail et pourquoi même les plus compétents peuvent la perdre dans certaines conditions. En effet, on entend souvent que la confiance en soi, c'est une question de tempérament. Il y a ceux qui sont sûrs d'eux, d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui doutent ou qui n'osent pas. Mais en réalité, la confiance en soi au travail, ça n'a rien d'inné ni de figé. Prenez deux collègues, tous les deux compétents. Le premier, chaque fois qu'il termine un projet, reçoit un retour clair, même sur les points améliorés, et on salue ses efforts. L'autre, à chaque livraison, on n'a droit qu'à des critiques sur les détails, ou pire, à de l'indifférence. Devinez lequel des deux va garder confiance sur la durée. La confiance, ça se construit à chaque expérience, mais ça peut aussi se déconstruire très vite. Un mot, un silence, un regard qui juge, et soudain, on doute. On se dit, si personne ne relève ce que je fais de bien, c'est que peut-être que j'apporte rien. Ou alors, si on ne me consulte jamais, c'est sûrement que mon avis n'a pas de valeur. On oublie aussi que la confiance en soi, c'est pas un super pouvoir réservé à une élite. Même les cadres brillants, les managers chevronnés peuvent la perdre dans un contexte toxique. Il suffit d'un changement de direction,
d'une fusion, d'un nouveau manager qui reconnaît rien et tout vacille. J'entends souvent des phrases comme tu as toujours été sûr de toi, toi, hein? Ou alors, si tu doutes, c'est que t'es pas fait pour ce poste. Mais tout ça, c'est faux. Personne n'est à l'abri. La confiance, c'est comme une plante. Si on l'arrose, elle pousse. Mais si on la laisse à l'ombre, elle fane. Les micro-situations du quotidien comptent plus qu'on ne le croit. Recevoir un mail de félicitations, même bref, peut donner de l'élan pour toute la journée, voire toute une semaine. À l'inverse, être ignoré en réunion, voir ses idées récupérées par d'autres ou n'avoir aucun feedback positif, ça use, ça fait douter et ça coupe l'élan. Et puis, il y a les croyances qui tuent la confiance. Si je suis pas parfait, je vais décevoir. Si je demande de l'aide, on va penser que je ne suis pas à la hauteur. Je dois me débrouiller seul, sinon je perds la face. Mais non, la confiance, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir, de demander, de progresser. C'est normal d'avoir des hauts et des bas, surtout dans un environnement qui change, qui juge ou qui oublie de reconnaître les efforts. Si aujourd'hui vous sentez que votre confiance s'effrite, posez-vous cette question. Est-ce vraiment vous qui avez changé ou est-ce l'environnement qui ne vous donne plus ce dont vous avez besoin pour avancer? La confiance en soi, c'est pas une armure, c'est un équilibre fragile qui se nourrit de reconnaissance, d'échanges vrais, de retours honnêtes. Et ce n'est jamais une honte de la perdre, ni non plus une fatalité. Passons maintenant aux signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Souvent, on ne les remarque pas tout de suite, parce qu'on s'est adapté, parce qu'on veut tenir, ou parce qu'on se dit que ça va passer. Mais si vous prenez un instant pour faire le point, certains de ces signaux devraient vraiment vous alerter. Vous doutez de chaque décision, même les plus simples. Avant de valider un dossier, vous relisez tout plusieurs fois. Vous demandez l'avis de plusieurs collègues juste pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous n'osez plus dire non, même quand la charge explose ou quand la demande n'est pas raisonnable. Vous acceptez des tâches qui ne sont pas de votre ressort, juste par peur d'être mal vu ou de décevoir. Vous vous excusez sans arrêt, même quand ce n'est pas de votre faute. Un retard, une information manquante, un oubli, avant même d'avoir compris ce qui s'est passé, vous vous sentez responsable. Vous avez l'impression de ne plus rien réussir ou que tout le monde vous juge. Un simple retour négatif et vous remettez en question toutes vos compétences. Peut-être aussi que vous évitez les réunions ou que vous vous faites discret dans l'espoir de ne pas attirer l'attention. Vous ne proposez plus d'idées ou alors vous les gardez pour vous parce que vous vous dites de toute façon, ça ne sert à rien, personne ne m'écoute. Vous ressentez une fatigue qui ne passe pas, même après un week-end ou des vacances. Le dimanche soir, l'idée de reprendre le travail vous donne des tensions physiques ou vous empêche de dormir. Mais les impacts ne s'arrêtent pas là. Sur le plan personnel, la souffrance au travail se manifeste souvent par des symptômes physiques. Maux de ventre avant les réunions importantes, tension dans le cou, les épaules, migraines, troubles du sommeil, insomnie, fatigue persistante, même après le repos. Et du coup, il y a aussi les répercussions sur votre vie privée. Difficulté à décrocher, pensées qui tournent en boucle, même à la maison, irritabilité, impatience avec vos proches, moins d'énergie pour profiter de vos enfants, de vos amis, de vos passions, sentiment de culpabilité de ramener le boulot à la maison ou de ne pas être assez présent pour sa famille. Sur le plan émotionnel, vous pouvez ressentir de la tristesse, de la colère, parfois de la honte, un sentiment d'impuissance ou d'échec, l'impression d'être coincé sans solution, une perte de sens, une perte de confiance dans l'avenir. Ce sont des signes forts que la souffrance au travail a déjà commencé à grignoter votre confiance, mais aussi votre santé, votre bien-être global, votre équilibre de vie. C'est pas dans votre tête. C'est pas une question de volonté ou de faiblesse. C'est la conséquence directe d'un contexte qui ne vous permet plus de vous sentir solide, reconnu ou légitime. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces situations, sachez que c'est normal de réagir ainsi. Ce sont des mécanismes de protection, pas des défauts de caractère. Dans la suite, on va voir pourquoi c'est pas de votre faute et pourquoi il est si difficile de s'en sortir seul.
Quand on commence à perdre confiance en soi au travail, la première réaction, c'est souvent de se blâmer soi-même. On se dit, c'est moi qui suis pas assez solide. Je devrais m'en sortir comme les autres. Si je souffre, c'est que je suis pas à la hauteur. Mais la réalité, c'est que la plupart de ces réactions sont normales et même prévisibles dans un environnement qui use, qui isole ou qui ne reconnaît pas vos efforts. Quand on vous répète que tout le monde est remplaçable, quand on ne valorise jamais vos réussites, quand on pointe la moindre erreur sans jamais saluer les progrès, c'est humain de finir par douter. Il faut savoir que les environnements toxiques, ou même simplement désorganisés, sont conçus pour faire porter la responsabilité sur l'individu. On vous fait croire que c'est à vous de vous adapter, de vous endurcir, de tenir bon, alors que le problème est souvent collectif, structurel, organisationnel. C'est pour ça qu'il est si difficile de s'en sortir seul, parce que l'isolement s'installe. On n'ose plus parler de peur d'être jugé ou de passer pour faible, parce que la honte s'invite. On a du mal à dire à ses proches, à ses collègues qu'on ne tient plus, qu'on doute, qu'on souffre, parce que le système vous fait croire que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Parce que, à force de tenir, on finit par s'épuiser. Et l'épuisement n'aide pas à voir clair ni à prendre du recul. Et puis, il y a toujours toutes ces croyances qui circulent. Il faut être fort pour réussir. Demander de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Encore, si je craque, je perds tout. Ces idées reçues enferment et empêchent de chercher du soutien ou d'oser changer. Le plus important à retenir, c'est que perdre confiance dans un environnement difficile, c'est jamais une faute individuelle. C'est un signal, un message du corps et de l'esprit qui dit stop, c'est plus possible comme ça. Demander de l'aide, parler, chercher du soutien, c'est un acte de courage, pas un aveu d'échec. Et même si ça peut paraître insurmontable, il existe des solutions, des chemins pour retrouver confiance, énergie et envie. Dans la prochaine vidéo, on verra justement comment inverser cette spirale et retrouver pas à pas une vraie confiance en vous, même dans un environnement difficile. Si ce que vous venez d'entendre résonne avec ce que vous vivez, sachez que vous n'êtes pas condamné à rester dans cette spirale. La confiance en soi, ça se reconstruit, même après des années de doute ou de pression. Mais on ne peut pas le faire seul, ni en restant dans le brouillard. Pour aller plus loin, j'ai créé la formation Confiance zen et forte. C'est un programme en ligne conçu spécialement pour les personnes qui veulent sortir du doute, se sentir à leur place et reprendre le contrôle, même dans un environnement difficile. Par contre, attention, les inscriptions ne sont pas ouvertes en permanence. J'ouvre les portes seulement à certains moments de l'année pour accompagner chaque groupe dans les meilleures conditions. Si la formation vous intéresse, cliquez sur le lien sous la vidéo ou dans la description pour vérifier si les inscriptions sont actuellement ouvertes ou pour vous inscrire sur la liste d'attente et être prévenu en priorité lors de la prochaine session. Et si vous souhaitez recevoir chaque semaine des conseils concrets, des outils, des partages pour retrouver confiance, énergie et alignement dans votre vie professionnelle, inscrivez-vous à la newsletter Zen et Fort. Le lien est juste sous la vidéo ou en description. Votre réussite, c'est aussi votre bien-être. Vous n'avez pas à choisir entre les deux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!